Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Gilbert. C'est bientôt le clap de fin sur cette 9e édition du Vendée Globe et ces derniers jours, le public vendéen a encore réservé un formidable accueil à 3 navigatrices pleines de panache qui ont bouclé leur tour du monde sous le soleil. Elle a joué une sacrée partition dans le Grand Sud. Elle a impressionné ses pairs, hélas contrainte à l'abandon suite à un problème de quille sur son 60 pieds MACSF. Cette femme de caractère a tenu à boucler son tour du monde. Pour atténuer ou pour surmonter sa déception, Isabelle Joschke est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, ça fait une semaine que tu es arrivée avec une très très belle arrivée, beaucoup de monde à Port-Olona. Comment se passent les premiers jours de ton retour à terre? Question classique. Oh bah, ça se passe bien, hein. J'ai profité, j'ai pris une semaine de vacances avec des amis. Enfin, ouais, c'était pas vraiment la solitude. Je dirais que c'était l'opposé de ce que j'ai vécu là pendant plus de 3 mois. Tu avais besoin de te ressourcer? J'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de partager, vraiment d'être avec du monde, de rigoler, ouais, d'aller dans un autre extrême. Alors Isabelle, à l'arrivée sur le ponton, toutes les arrivées sont émouvantes, mais toi tu as parlé assez cash, comme souvent. Tu as dit que c'était vraiment très très dur le Vendée Globe. Tu as même dit qu'est-ce que j'en ai chié. On a écrit sur le texte qu'est-ce que j'en ai bavé, mais on peut dire le vrai terme qui est qu'est-ce que j'en ai chié. Est-ce que ça veut dire que tu as été surpris par la difficulté de l'exercice? Ou est-ce que, après tout, c'est un peu le destin d'un marin qui va sur l'eau et qui découvre les conditions d'une course qu'il ne connaît pas? Oui, en fait, je pense que c'était prévisible. Je savais que ça allait être très dur. Quand j'avais fait ma navigation d'entraînement il y a exactement un an, en février 2020, je m'étais rendu compte des conditions que j'allais peut-être rencontrer sur le Vendée Globe. Et déjà, je m'étais dit, ouh là là, ça va être dur. Et en fait, je pense que même quand on sait que ça va être dur, lorsqu'on le vit, c'est autre chose. Et c'est pour ça que oui, j'ai été quand même un peu surprise. Et surtout, ce qui m'a le plus étonnée, c'est les mers du Sud. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile que ça, parce que je savais que ça allait être long. Je savais que j'allais avoir vraiment froid. Je savais qu'il y aurait des tempêtes. Mais je m'attendais à beaucoup de navigation au portant, ce qui a été le cas. Et du coup, je m'attendais à une mer qui correspond à une navigation au portant. Et là, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, j'ai eu des surprises. Voilà. Alors, plusieurs concurrents, Isabelle, dont Charlie Dalin, ont dit ce Vendée Globe m'a changé. Tu as ce sentiment? C'est une autre Isabelle Joschke qui est revenue de cette aventure? Ça, je sais pas. Je pense pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est que je me suis confrontée à moi-même. Tout au long de cette course, je me suis vue telle que je suis, et puis des fois telle que j'aurais bien aimé être, je sais pas, plus surmonter les difficultés, voilà. Mieux les surmonter. Oui, tu as dit aussi, parfois j'ai rencontré le pire et le meilleur de moi-même. Voilà. Ce Vendée, c'était comme un miroir grossissant. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que j'ai changé? Probablement, mais pour l'instant, c'est pas... Je dirais que ce que j'ai le plus appris, c'est vraiment à être fière de ce que je fais. Et à croire en moi, à croire dans mes ressources. Parce que c'est vrai que le Vendée Globe, c'est un enchaînement d'épreuves. Et quand je pense aux premières épreuves où j'étais vraiment désespérée et aux dernières que j'ai vécues qui étaient les plus difficiles, je me rends compte que je les ai encaissées avec beaucoup plus de confiance. Donc je pense j'ai gagné en confiance, mais de là à dire que je suis transformée, je pense pas. Je pense juste que je me connais vraiment beaucoup mieux encore.
Et alors, c'est quoi le ressort qui fait que, comme par exemple, tu fais un début de course que toi-même tu as qualifié de pas terrible, on sent ta déception dans les images que tu envoies et dans les discours que tu tiens au début, le tout début de l'Atlantique. C'est quoi le ressort et le mécanisme qui justement permet de surmonter ces difficultés? Sachant que ça, en gros, c'est la première. Hein. Oui, le ressort, paradoxalement, chez moi, ça a été à un moment donné d'arrêter d'essayer. Parce que j'ai eu l'impression de descendre l'Atlantique en cravachant. Une fois que j'avais... En fait, j'ai traversé ce front au large du Portugal en arrière de la flotte parce que je n'ai pas voulu prendre de risques et faire prendre de risques à mon bateau. Et après, j'ai eu l'impression de cravacher tout le temps. Et puis d'accélérer, de ralentir, soit parce qu'il y avait pétole, parce qu'il y a eu... En fait, à ce moment-là, la météo, elle faisait vraiment que ça partait par devant, donc c'était dur derrière. Et puis parce que j'avais des avaries et qu'il fallait réparer. Et là, j'ai eu l'impression vraiment de batailler et de ne pas y arriver. Et à un moment donné, j'ai arrêté de penser à ça parce que j'avais un souci plus important, c'était de réparer mon balcon avant de rentrer dans les mers du Sud. Tu as révélé, c'est vrai, la littéraire que tu es a révélé ses talents de bricoleuse. Voilà, c'est ça. Ouais, j'aime bien aussi le bricolage, hein, mais bon. En tout cas, là, j'étais vraiment stressée parce que je me disais, bon, là, ça approche et je veux pas rater ce coche-là, je veux pas rentrer dans les mers du Sud sans balcon. Justement, Isabelle, et du coup, pour répondre à Pierre-Yves, c'est au moment où je me suis concentrée sur ma réparation, ça a duré quelques jours en fait. Il y a eu 2 journées complètes de réparation, plus la réparation du fleet, donc il y a eu vraiment des heures et des heures de boulot. Et là, j'ai complètement lâché prise sur le fait de revenir dans le match. Et c'est ça, c'est marrant parce que c'est à ce moment-là. De revenir dans le match en fait. C'est à ce moment-là que je suis revenue dans le match. Ouais. Et je me vois encore en train d'écrire à mon boat captain en lui disant ça y est, j'ai terminé, maintenant je vais prendre le classement, puis je vais voir la catastrophe. Et en fait, je m'attendais à avoir perdu du terrain parce que j'avais été tellement concentrée sur mon balcon que voilà. Et en fait, pas du tout. J'avais gagné. Donc il y a vraiment un truc qui s'est fait au-delà de moi. Qui s'est fait naturellement. Ouais. Mais à l'entrée de l'océan Indien, on te sentait justement tiraillé entre performance et prudence. Et puis très vite, tu as imprimé un sacré tempo. Tu as cravaché. En fait, on te sentait quand même en phase avec ton bateau. C'était grisant. Ouais, en fait, à l'entrée de l'océan Indien, une fois que j'avais tout réparé, là, j'avais envie d'aller vite, clairement. En plus, à l'entrée, la fin de l'Atlantique, là, les conditions étaient vraiment chouettes sous Jenaker. En fait, c'est après, dans l'océan Indien, où c'est devenu très difficile à vivre, en fait. C'était dur d'aller vite. Ça coûtait cher en stress, en énergie, en peur. Ça coûtait vraiment très, très cher. Et donc là, j'ai continué d'aller... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, maintenant, j'ai eu la chance de revenir dans le match. J'y suis, je l'aurais peut-être pas 2 fois cette chance-là. L'entrée de l'Indien, c'est aussi un moment majeur pour la course, puisque c'est le naufrage de Kevin Escoffier. Alors, tous les marins ont beaucoup raconté à quel point, quel que soit l'endroit où ils étaient sur la course, à proximité ou pas de Kevin, ils avaient été très choqués. Toi, tu as une petite couche supplémentaire. C'est que tu avais un bateau qui était, pas un sister ship, mais qui était très proche de PRB. Donc, du coup, toi, en plus, il y a la vraie question de est-ce que le bateau va tenir. Comment tu vis cette période-là ? C'est sûr que je me dis, et on échange avec Alain sur la question, hein, quelles sont les différences entre mon bateau et PRB, parce que MACSF n'est pas la copie conforme de PRB, heureusement. Bien sûr que je me pose beaucoup de questions, comme tout le monde. Hein. Et puis je me vois, hein, moi aussi, dans un radeau ou avec le bateau qui coule en 30 minutes ou en 5 minutes. Belle carte postale. Ouais. Et c'est vrai que ça a été une douche froide. Mais à ce moment-là, moi, je pense que en ce qui concerne des peurs profondes qu'on peut rencontrer dans ces moments-là, là-dessus, je pense que je m'étais bien préparée. Et j'ai fait vraiment la différence entre... en fait, déjà, c'est pas mon histoire. Même si nos bateaux se ressemblent, c'est quand même l'histoire de Kevin. Kevin, il attaquait beaucoup plus que moi, même si moi, derrière, j'ai cravaché.
Je pense que Kevin, il allait encore plus vite et peut-être qu'il était dans l'absolu moins prudent. Et dans tous les cas, je me suis dit, c'est pas ton histoire, c'est son histoire. Et je voulais pas... en tout cas, j'ai fait attention de ne pas m'identifier à ce qui lui était arrivé pour bien rester, moi, sur mon bateau avec mes problématiques à moi, parce que j'en avais déjà suffisamment. Et c'est comme ça que j'ai vraiment continué avec le tempo que j'avais décidé à ce moment-là de mettre, parce que j'étais en confiance avec ce tempo-là. Alors, tu as parlé d'entrée de jeu, d'ailleurs, de la difficulté des mers du Sud. Tu as été aussi sensible à la magie de ces mers-là, et tu en as parlé de façon assez poétique. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est beau, c'est puissant, c'est effrayant, c'est dur. Enfin, il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout. L'endroit où oui, je me suis sentie privilégiée d'être là, de vivre des moments de glisse interminables. Ça, c'est quand même le rêve de tout marin, hein, de surfer à longueur de journée, à longueur de nuit. C'est un peu ce qu'on va chercher dans ce Vendée. Ouais, c'est ça, c'est la promesse du Vendée, normalement. Voilà, c'est la promesse du Vendée. Donc, il y a eu de ça. Mais bon, ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'une fois de temps en temps, ça faisait bing à la fin du surf. Et quand le bateau avance à 30 nœuds, ça peut avoir des conséquences énormes sur le bateau. Et c'est là que le stress y monte. C'est de se dire comment va se terminer le surf à ce moment-là. Et c'est là qu'on a vu aussi la flotte avec certains bateaux qui pouvaient aller très très vite, qui du coup avaient plutôt des mauvaises moyennes parce que à un moment donné, c'était plus gérable. Alors justement, tu as dit, on se demande comment ça va s'arrêter. Et hélas, le 3 mars, à 48 heures à peu près de ton passage au Cap Horn, il y a cette casse du vérin de quille, un terrible coup dur qui forcément torpille ta course, toi qui espérais batailler pour une place d'honneur. Ta réparation ensuite n'a pas tenu et le 9 janvier, tu n'as pas eu d'autre option que celle de l'abandon. Une immense déception, sans doute le pire jour de ton Vendée, et tu l'exprimes dans une vidéo qu'on va revoir. C'est pas idéal pour protéger sa quille, ça. Maintenant, le plus important, ça va être de rallier un port et de mettre le bateau en sécurité et de me mettre moi en sécurité. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Mais je suis quand même fière. Fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps et d'avoir montré qu'avec la MACSF, on était là, on était présent et on pouvait compter sur nous. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Isabelle, ce qu'il faut, il y a la déception de l'abandon à venir, évidemment, sauf qu'il faut ramener le bateau à bon port, comme tu dis dans la vidéo, et que les conditions sont quand même un petit peu scabreuses. Donc il y a 2 déceptions, enfin il y a une déception et une angoisse. Donc c'est vraiment un petit peu le pack... Le pack complète à ce moment-là de la course pour toi. Ouais, et finalement, c'est pour ça que je pense que la course, quelque part, elle ne s'arrête pas à ce moment-là pour moi. Elle s'arrête plus tard. Parce que là, bien sûr que la compétition s'arrête, mais je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si je vais en Afrique du Sud ou au Brésil. Je sais qu'il y a une tempête qui arrive et je ne peux pas y échapper. Même en empannant, je ne peux pas y échapper. Parce que faire du Sud, c'est encore pire. Donc je me rends compte que là, il faut tenir bon. Et c'est vrai que je vis 2-3 jours compliqués, avec le dimanche dans la nuit, le bateau qui se couche, où je me ramasse un peu... Il y a vraiment le risque de chavirage à ce moment-là. Ouais, là j'ai senti le gros risque. Et puis j'ai vu que... à un moment, j'ai passé beaucoup de temps à sec de toile, hein, parce que sous trinquette seule, le bateau, il faisait encore des surfs à 30 nœuds. Parce qu'il y avait une mer incroyable et qu'il fallait déployer les 2 foils pour garder de la stabilité. Et quand les foils sont sortis, le bateau il se fait des grosses accélérations. Donc il y avait un peu tout ça à gérer. Et puis cette mer qui était vraiment avec une houle, je ne sais pas combien il y avait, 6 mètres de houle, vraiment quelque chose qui couchait le bateau régulièrement. Et c'est sûr que j'ai passé notamment une nuit, cette nuit-là, dans la descente, en me demandant si le bateau il allait se retourner ou pas, qu'est-ce qui pouvait encore arriver. Il faut peut-être juste expliquer qu'en fait donc la quille n'est plus calée, hein, elle n'est plus retenue par le vérin, et donc du coup il n'y a plus l'équilibre latéral du bateau, hein, pour résumer manière schématique. Voilà. Est-ce que quand tu fais route vers le Brésil, puisque tu décides d'aller vers le Brésil, tu sais déjà que tu vas repartir ?
Ou ta décision est prise déjà ou comment se passe Alors, ma décision, je l'ai prise au bout de quelques jours. Donc, je pense qu'on a décidé au bout de quelques jours d'aller au Brésil. Hein, parce qu'au début, de toute façon, je faisais Tu fais route vers l'Afrique. Au début, tu tires un bord vers l'Afrique avant de virer de bord vers le Brésil. D'abord, je pars en fuite. Donc, je fais cap à l'est. Et ensuite, je fais cap au nord, toujours en partant en fuite. Et tranquillement, ça se présente bien pour aller au Brésil. Donc, on décide ça, Rio ou Salvador, on ne sait pas encore. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais si le bateau revient par la mer, en fait, c'est clairement moi qui dois le ramener. Je me suis rendu compte, même si au début, ce n'était pas une évidence, que j'envisageais absolument pas que quelqu'un ramène mon bateau à la maison, quoi. C'était pas possible. Il y a eu aussi donc du coup le travail de ton équipe parce que c'est jamais simple une opération comme ça sur place. Oui, au Brésil, à Salvador. Oui, là, ça a été un travail de titan. Hein. C'était compliqué. C'est des pièces volumineuses, très complexes à usiner, à faire usiner. Il y a eu vraiment plein de boulot. Il y a eu de la strate parce que structurellement, le bateau, il avait été abîmé aussi. Et en tout cas, il y a eu du gros boulot de fait pendant 12 jours. Et voilà, avec la possibilité de repartir. Donc, pour moi, quand même, une grande chance, parce que je pense que ça a changé l'histoire de ce Vendée, même s'il était terminé. Ouais, ça a redonné du sens à l'histoire. Et justement, donc, tu l'as dit, le Vendée, c'est un tourbillon émotionnel. Et à la fin, justement, il y a cette arrivée au sable où on te voit complètement rayonnante. C'était vraiment un cadeau, une récompense, la cerise sur le gâteau. Oui, parce que c'est tellement important de voir, à un moment donné, de voir les fruits de l'effort, du travail, de tout ce qui a été fait. Et pas terminer le Vendée Globe, déjà, malheureusement, c'est ne pas récolter les fruits de son travail. Et moi, je sais que j'ai fait un super Vendée Globe. Je sais que... je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Et cette arrivée, même si c'est une arrivée hors course, et c'est ça la magie du Vendée Globe, c'est que il y avait quand même tout plein de monde et des gens qui avaient suivi, des gens qui ont vu. Et pour moi, c'était une récompense, clairement. Justement, l'accueil est 2 jours après toi aussi. Donc, Isabelle, Sam Davis a aussi reçu un accueil absolument chaleureux. Une collision avec un ovni qui avait provoqué des dommages structurels autour de sa quille aussi l'avait contrainte à l'abandon, mais en Afrique du Sud dès le 5 décembre. Une énorme désillusion pour cette compétitrice acharnée. La dimension solidaire du projet Initiative Cœur qui permet de sauver des enfants avec mécénat chirurgie cardiaque était sa motivation pour repartir hors course. Comme toi, le pari a été gagné puisque 102 enfants ont été sauvés. Pour clore l'histoire, Sam, elle avait même dessiné un petit cœur avec la trace de son bateau devant les sables d'Olonne avant d'arriver et d'embouquer le chenal. Donc un petit clin d'œil sympa. Isabelle, vous aviez convenu de faire un bout de route ensemble. J'imagine qu'il y avait une complicité et puis que c'était réconfortant aussi. Oui, c'est vrai que avec Sam, on navigue souvent proches l'une de l'autre, en compète. En tout cas, depuis que je navigue en IMOCA. Vous vous êtes même croisés au moment où elle venait vers l'Afrique du Sud. Vous avez. Elle venait de taper. Oui. En fait, elle était à ce moment-là en train de réaliser que son bateau était très abîmé. Et là, on a failli entrer en collision. C'est moi, en fait, qui déboulais à 20 nœuds sur elle. Et c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Après, on a communiqué par WhatsApp. Et c'est vrai que les filles, entre nous, on avait notre petit groupe de WhatsApp. On discutait entre nous. Il y a quelque chose qui nous soude parce qu'on n'est pas très nombreuses, clairement. Et avec Sam, ça fait quand même longtemps qu'on est sur des circuits parallèles. Oui. Il y a eu le Figaro. Voilà. Et du coup, on est assez proches. Et là, l'idée de finir ensemble, c'était motivant. Je pense surtout pour elle, parce qu'elle, elle a fait un peu tout ce parcours toute seule, avec la motivation en moins de la compète. Donc, oui, parce que toi, tu avais passé les 3 caps et puis tu avais traversé le sud.
Et alors là, ça tombait trop bien parce qu'en plus, elle est passée devant Salvador. Au final, elle n'a pas eu besoin de m'attendre, en fait. Moi, je suis partie, elle était à la latitude de Salvador, à 200 ou 300 000 au large. Et en fait, ça s'est fait spontanément. On aurait pu même ne pas en parler, ça se serait fait comme ça. Après, on a choisi notre stratégie ensemble. On n'a jamais été collés. Mais on a toujours... Samantha, en fait, elle a ralenti au début lorsque moi, j'ai quitté Salvador, elle a ralenti pour que je puisse la rattraper. Et ensuite, comme elle a eu une avarie, moi, je l'ai rattrapée très vite. Et moi, j'ai ralenti pour qu'on reste proches l'une de l'autre. Et quand on a eu passé la dernière DEP, moi, je suis partie après les Açores et elle a dit, je vais encore prendre mon temps. Pied, oui. Ouais. Voilà. Et c'était sympa que vous ayez l'une et l'autre votre arrivée. Pierre-Yves, une autre femme courage est arrivée au Sable d'Olonne dimanche dernier. Voilà, dimanche dernier, c'est Alexia Barrier qui a franchi la ligne d'arrivée au Sable, à la barre du plus vieux bateau de la flotte, le Pingouin, un plan lombard qui avait été construit pour le Vendée Globe 2000 de Catherine Chabot, un bateau qui a fait un nombre de Vendée Globe incalculable. Elle a bouclé son premier Vendée Globe à la 24e place après 111 jours, 17 heures et 3 minutes de course. Elle a dû se battre et elle s'est beaucoup battue, la Méditerranéenne, puisqu'elle a une fin de parcours qui a tourné au calvaire. À une dizaine de jours de son arrivée, elle s'est blessée au dos à la suite d'une mauvaise chute, mais elle a serré les dents pour atteindre l'objectif. Et on va souligner que les 6 femmes engagées sur ce Vendée Globe ont toutes bouclé la boucle. Ça fait plaisir à Isabelle qui défend un horizon mixité. Et... Oui, tout à fait. C'est vrai que pour moi, c'est important que nous, les femmes, qu'on montre vraiment qu'on y arrive aussi bien et que si on n'est pas nombreuses, c'est pas parce que c'est plus dur pour une femme, en fait. C'est juste parce que c'est pas normal. Et franchement, quand je regarde là, clairement, les 6 femmes, on a assuré, quoi. J'ai adoré suivre les avaries et les réparations de Pipe, de Miranda, ouais. d'Alexia et même de Clarisse sur la remontée de l'Atlantique. C'était chouette parce que comme on échangeait, on était un peu plus dans la confidence de ce qui se passait à bord. Et vraiment, moi, j'ai été très impressionnée, admirative de ce que faisaient les autres. Et justement, ça prouve peut-être aussi, toi tu as dit que parfois physiquement c'était extrêmement dur, tu étais au bout de ce que tu pouvais donner, mais ça prouve que les femmes, elles ont une certaine force morale, qu'elles sont armées sur ce plan. Bah oui, on a une force mentale, mais on a aussi de la résistance physique. On n'a pas de force, mais on a de la résistance. Et à la fin, c'est aussi important. Là, évidemment, la force est importante pour manœuvrer, mais après, pour tenir sur la durée, c'est sûr qu'il faut être résistant. Alors, tu viens juste de poser ton sac à terre, mais c'est le boulot des journalistes de te demander déjà ce qui va se passer pour la suite. Donc, quelle est la suite du programme avec MACSF et puis surtout, de quoi tu as envie ? La suite du programme avec MACSF, c'est la saison 2021 avec la Transat Jacques Vabre. Donc ça, c'est au programme, c'est sûr. Ce qui va se passer après, j'en sais rien. Et de quoi j'ai envie, je ne sais pas non plus. Parce que je me suis, ça date avant le départ, je me suis dit que je voulais pas partir en ayant déjà une idée de ce que je veux faire après. J'ai vraiment envie de me poser et de laisser venir pour bien savoir. Parce que je trouve que c'est quand même un Vendée Globe, c'est vraiment un gros truc. Et c'est pas un truc à prendre à la légère. Je pense que ça secoue. Moi, ça m'a secoué. Et je pense qu'avant de décider ce que j'ai envie de faire plus tard, il faut peut-être déjà que je reprenne des forces. Alors, avec l'arrivée prochaine du Finlandais Harri Jusela, le rideau va tomber sur cette palpitante édition du Vendée Globe, la 9e. Mais déjà se profilent d'autres courses à l'horizon. Et on a appris que Lorient, la base, serait la ville départ de The Ocean Race, une course qui va justement réunir les VO65 et les IMOCA. Pierre-Yves, bonne nouvelle pour le pays de Lorient. D'abord, ça va nous rappeler les grandes heures de la Volvo Ocean Race qui a fait escale deux fois de suite à Lorient, notamment avec une escale en 2011 inoubliable avec la victoire de Franck Camas et de Groupama. Ensuite, on a des bateaux là toute l'année, mais on n'a pas beaucoup d'épreuves au final à Lorient, donc c'est plutôt sympa qu'une grande épreuve revienne. Et puis voilà, on les verra partir vers Cascais au Portugal. Voilà, ils feront peut-être une autre escale en Méditerranée qui reste à définir avant de finir à Gênes.
Alors, dans une autre capitale de la voile, mais dans l'hémisphère sud, à Auckland, on attend avec impatience les régates de la 36e America's Cup. Et les Italiens de Luna Rossa, qui ont écrasé les Anglais de Ben Ainslie 7-1, vont bientôt défier les tenants du titre, à savoir Team New Zealand. Sauf que là aussi, la Covid complique un peu la situation, Pierre-Yves. Oui, alors à Auckland, on a une manière de faire le confinement qui est très très stricte. Il y a eu un cas de Covid à Auckland, et ben, ils ont reconfiné toute la ville. Donc du coup, ça a un impact sur le calendrier. Les courses devaient débuter le 6 mars et elles auront lieu normalement. Il peut encore y avoir du changement. Au mieux le 10 mars, voire plus tard si la situation ne s'améliore pas. Et autre mauvaise nouvelle, par contre, liée à la situation aussi sanitaire. Alors voilà, il y a plusieurs annulations de courses et notamment celle de la semaine olympique d'hier qui devait se dérouler fin avril. Voilà, c'est un peu inquiétant dans la perspective des Jeux. Pour l'instant, les Jeux olympiques de Tokyo restent au programme. En tout cas, les athlètes continuent à s'entraîner. Alors Isabelle, malgré cette situation sanitaire compliquée, heureusement le Vendée Globe a pu se dérouler. Tu as eu le droit justement, et ton arrivée était conviviale, festive, et tu avais encore de l'énergie à revendre puisque tu nous as gratifié d'un petit rock avec Jean Le Cam, d'un rock endiablé. Ouais, c'est ça, l'arrivée du Vendée. Merci Isabelle d'être venue sur le plateau du Café de la Marine. Merci Pierre-Yves. Merci à Tom et Guillaume à la réalisation et à toute l'équipe de la Cité de la Voile. Nous, on se retrouvera le 18 mars. Ce sera une autre femme qui sera sur le plateau, Clarisse Kremer, qui a terminé 12e de cette 9e édition. Bye bye. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.